tous déjà. Et on va commencer par un grand merci à Bertrand qui nous a permis de prendre la parole devant vous ce matin. Il nous a demandé très simplement de venir raconter notre histoire, de venir expliquer quelle était notre vision de la souveraineté, puisqu'apparemment on en a une et qu'elle est particulière. Comme dit un bon ami à nous, qui doit être dans la salle d'ailleurs, il dit souvent il y a deux types de personnes, il y a les faisous et les causous. Il semblerait que nous on soit de la première espèce, on a plus souvent un tournevis ou un shell SSH dans les mains plutôt qu'un stylo ou un micro. Ça va peut-être se voir un petit peu d'ailleurs. Donc voilà, nous on n'est pas des orateurs, on est dans l'opérationnel. Alors, on a monté une société qui s'appelle Icodia, donc il y a un peu plus de 24 ans maintenant. On est hébergeur direct haute disponibilité. On va vous expliquer un petit peu ce que c'est. C'est-à-dire qu'on opère un data center, un centre de données, dans lequel on a des serveurs, tout un tas de choses. Et notre métier, il est de vendre de la garantie à nos clients. C'est-à-dire que nos clients vont nous confier leurs données, leur système d'information. Et notre objectif, nous, c'est de le pérenniser, de le sécuriser et de le mettre éventuellement à disposition dans nos infrastructures. Donc, nous vendons de la garantie. Vendre de la garantie, ça peut se faire de deux façons. Ça peut se faire sur le papier, dans un contrat, par exemple, et ça peut se faire aussi concrètement, c'est-à-dire on peut se donner les moyens d'assurer ces garanties et de bien dormir la nuit. Voilà. Donc nous, c'est plutôt cette façon cet angle-là qu'on a mis en avant en fait quand on a créé notre activité. On s'est posé beaucoup de questions sur nos valeurs notamment. Et la plus importante pour nous est la maîtrise. Donc on va parler souveraineté. Pour nous, la souveraineté, c'est être maître de son destin. Donc ça, d'autres orateurs vont en parler beaucoup mieux que nous aujourd'hui, je pense. Mais c'est être en capacité finalement d'assurer les engagements pour lesquels on a contractualisé quelque chose avec nos clients. Donc on a une expérience qui est maintenant de 24 ans, dans un contexte de transformation numérique qui est assez fort. On a commencé en 2000, donc tout le monde a entendu parler de la bulle Internet. Donc on était en plein milieu de son explosion, on va dire, et il a fallu faire notre place dans tout ça. Donc la souveraineté pour nous, c'est la maîtrise. Donc maîtriser le taux de disponibilité qu'on offre à nos clients, maîtriser la performance, maîtriser la pérennité, la sécurité en fait, des systèmes d'information qu'on va nous confier. Alors, tu veux que j'enchaîne ? Ouais, je vais laisser la parole à Raphaël qui va enchaîner. Donc. Alors, pour compléter ce que tu dis, Aymeric, on avait aussi ce besoin d'indépendance, je pense. Indépendance par rapport à nos systèmes, à nos technologies, à tout ça. Et indirectement, finalement, c'est ce qui nous a amené sur la souveraineté. Sur l'origine des choses, on était plus sur ce besoin vraiment d'indépendance que de souveraineté. C'est venu après, parce que finalement, tout ça, c'est un petit peu lié. On s'est rendu compte que c'était une importance pour l'industrie. La limitation des dépendances aujourd'hui et toutes les infogérances étrangères qu'on peut avoir, les ingérences étrangères qu'on peut avoir, notamment du côté de l'Ouest et du côté de l'Est, tous les risques avec les solutions de cloud qu'on retrouve aujourd'hui avec les gros systèmes, les grosses solutions, on explique qu'on ne peut pas faire autrement, finalement on est obligé de passer par là, tout ce qu'il va y avoir avec l'espionnage industriel, le détournement d'informations critiques, etc. Tout ça, en fait, pour nous, en fait, on s'est dit, c'est pas possible, en fait, on doit pouvoir fonctionner autrement, et il faut qu'on puisse amener à nos structures une autonomie, en fait, stratégique, et à partir de là, ça permettra d'amener, en fait, ce fonctionnement-là à nos clients. Finalement, c'est les faire, en fait, un petit peu s'orienter sur notre fonctionnement. C'était un peu ça l'idée. Donc, en fait, au départ, on a commencé à réfléchir un peu à tout ça, puis on a voulu créer vraiment une stratégie d'indépendance, c'est-à-dire on s'est dit, bon, bah, il va falloir qu'on s'oriente vers des technologies qu'on connaissait, en grande partie l'open source. Donc l'open source, pour faire rapide, c'est pas quelque chose qui veut dire que c'est gratuit, pas du tout. C'est quelque chose qui veut dire que le code est ouvert. C'est-à-dire que vous pouvez accéder au code source en fait, des choses que vous allez installer,
Et le fait de pouvoir accéder au code source, ça veut dire que vous allez regarder finalement comment c'est fait, et surtout vous allez pouvoir voir si, à l'intérieur de ce code source-là, vous avez quelques logiciels qui vont un peu fuiter vers des endroits qui ne devraient pas, etc. Donc ça, c'était vraiment quelque chose d'important. Il faut savoir que c'est beaucoup de travail au départ. Après, c'est beaucoup de travail pour former et maintenir les gens. Ça amène pas mal de contraintes. Il faut être très clair, hein, c'est beaucoup plus facile d'aller mettre ces données sur un cloud Amazon, par exemple. Par contre, ça simplifie aussi pas mal les choses parce que finalement, ça donne une maturité, notamment sur la souveraineté et l'indépendance. Et pour tout ce qui va être norme aujourd'hui de certification, qu'on commence à parler aujourd'hui de NIS 2, hein, qui est un projet européen avec une application française, notamment par l'ENSI, l'Agence nationale de la sécurité et des systèmes d'information. Là, par contre, on a été très facilité par rapport à ça parce que en fait, les choses étaient prêtes, on va dire. Après, ça crée des contraintes. Alors les contraintes, il y a une première qui est névralgique, hein, beaucoup d'entrepreneurs ici, je pense, elle est financière tout simplement, c'est-à-dire que nous, on a décidé d'avoir notre autonomie aussi à ce niveau-là, c'est-à-dire que Icodia, c'est 50-50 depuis 25 ans, et aucune ouverture du capital. On a évidemment pas mal de propositions dans ce sens-là depuis quelques années, de plus en plus même, beaucoup très alléchantes. L'idée, c'est d'y résister et de surtout pas perdre notre pouvoir de décision finalement. On a beaucoup parlé tout à l'heure, c'est-à-dire être capable de rester sur la vision qu'on avait dès le départ en fait et de continuer notre chemin sans vriller avant d'être arrivé à l'objectif. L'objectif, il est assez simple. Donc là, vous avez compris qu'on est assez loin de la Startup Nation. On est peut-être à l'opposé, on est tout sauf une start-up finalement. On a un scale-up à faire, donc j'emploie quelques termes techniques. Hein. Pour ceux qui voient ce que c'est, on ne va pas tarder à un jour envisager de le faire, d'enclencher, on va dire que c'est en cours. Voilà. On est une entreprise qui est en mode projet. On aime à le dire, c'est un concept qu'on opposerait à l'entreprise en mode business, c'est-à-dire que on peut créer une entreprise, entreprendre, c'est quoi? Ça peut être plein de choses. Hein. Ça peut être avoir un objectif financier, gagner sa vie, profiter de ce qu'il y a à côté de notre vie professionnelle aussi. Ça, c'est des choses qui peuvent faire partie de ces objectifs et qui peuvent justifier justement d'être en mode business. C'est absolument pas un jugement de valeur que je fais, on se positionne d'une façon ou d'une autre. Hein. Mais nous, on est en mode projet. Mode projet, c'est quoi? C'est pour nous faire avancer l'état de l'art. Quand en 2000, on a voulu héberger le premier site internet qu'on nous avait confié, qu'on avait réalisé donc pour une filiale d'Air Liquide, pour la petite parenthèse, il a fallu l'héberger. Et là, on a été explorer un petit peu quel était le marché en 2000 dans le domaine de l'hébergement en France, puisque pour nous, il n'était pas question d'aller le mettre ailleurs qu'en France. Et le constat, il a été dur, affligeant même. Et il n'a pas fallu réfléchir très très longtemps. Je pense qu'une semaine après, le premier serveur était en place. Et c'est comme ça qu'Icodia a commencé en fait. C'est sur un constat. Ça a évolué depuis, heureusement. C'était pas dans un garage par contre, c'était quand même dans une pièce chauffée, ouais. Confort. Hein. Voilà. Et depuis, quand on dit faire évoluer l'état de l'art, ça veut dire aussi prendre le temps. On en a parlé tout à l'heure, on ne va pas vous faire une minute de silence. Mais on a comment prendre le temps de prendre du recul. Alors, les gens qui nous connaissent savent qu'on a toujours la tête dans le guidon et ça va les faire sourire, je le sais déjà. Mais malgré tout, on le prend ce temps-là. Pourquoi? Une chose importante quand on veut faire avancer l'état de l'art, c'est d'avoir une cartographie précise de l'écosystème dans lequel on évolue. Une chose toute bête, nous, on fait une analyse quasi systématique de tous les blackouts qu'il y a sur les data centers depuis 20 ans partout dans le monde. Dès qu'on suit ces acteurs, il y a des canaux pour ça, hein, des canaux de communication de spécialistes sur lesquels on va effectivement essayer de comprendre ce qui s'est passé systématiquement, que ce soit chez nous, évidemment, donc on est dans un contexte d'amélioration continue, ou que ce soit chez nos concurrents, nos confrères. L'idée, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'ils ont eu une indisponibilité de 3 jours, comment c'est possible, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que si nous, ça nous arrivait, on serait capable de faire face, d'être résilient par rapport à ça et de remonter. Et là, on fait améliorer effectivement l'état de l'art et aussi nos solutions. Puisqu'il y a une solution, il va falloir l'appliquer.
Alors, justement, sur ce que tu dis, c'est intéressant parce que faire évoluer l'état de l'art, c'est important. Dans ce contexte, en fait, de l'open source, du logiciel ouvert, etc., sur lequel on s'est beaucoup basé sur nos solutions, il y a aussi ça, c'est un partage, en fait. C'est-à-dire que le but du jeu, c'est pas d'être dans son coin et de faire des choses comme un ayatollah. Pardon. Le but du jeu, en fait, c'est de faire avancer les choses et de les partager avec d'autres. En fait, il y a une communauté qui est énorme sur beaucoup de gros projets qui fédèrent, en fait, tout ça. Avec derrière, ce sont généralement des assos. Hein, en France, c'est des assos de loi 1901. Qui vont s'occuper en fait de mettre ensemble en fait pas mal de communautés, de chercheurs, de développeurs, etc., qui vont travailler quasiment pour la gloire en fait, hein, mais c'est un peu ça. Et puis aussi dans un esprit un peu de justement concurrencer entre guillemets nos fameux GAFAM et toutes leurs grosses solutions sur lesquelles on ne peut pas toucher. Il faut savoir aussi quelque chose, c'est que au niveau des GAFAM, il y en a beaucoup qui utilisent des logiciels open source. En fait, ils vont essayer de rentrer dans toutes ces fondations en donnant plein d'argent, en fait, et puis en essayant, en fait, d'à côté de ça, de récupérer pour eux et leur activité, en fait, des choses sans quasiment, en fait, le montrer à leurs propres clients, ce qui est quand même un petit peu malhonnête, on peut dire. Alors pour ça, nous, on a mis en place différentes solutions pour conserver la maîtrise. Hein, je reviens un peu sur une partie technique. Toi, tu avais parlé de cette maîtrise un petit peu au niveau de la direction, etc. C'est ce qu'on appelle des revues de code. Alors ça, c'est des choses en interne qui se font beaucoup. C'est-à-dire que on va analyser dans les projets open source le code source et puis on va détecter d'éventuels problèmes qui peuvent être de sécurité, de performance, etc. Ça va nous servir à nous, parce que finalement, ça va permettre de sécuriser nos systèmes et d'avoir la main et la souveraineté sur nos propres solutions, mais ça va servir aussi à la communauté, qui va permettre de dire « Ah oui, effectivement, il y a ça qu'on va faire évoluer, etc. » Donc là, la partie revue de code est importante. Nous, dans notre entreprise, on est une entreprise de technologie, évidemment, donc on a besoin de composants électroniques. Hein. Il n'y a pas à tortiller. En France, pour l'instant, et en Europe non plus, des fabricants de cartes mères serveurs, malheureusement, c'est compliqué à trouver. Ça évolue, doucement mais sûrement, mais ça reste quand même très compliqué à trouver. Donc par rapport à ça, si on veut conserver aussi une forme de souveraineté, on a un peu l'obligation d'être sur certains types de marchés, et on a aussi l'obligation de mettre en place des protocoles de sécurité supplémentaires. Par exemple, on va analyser du matériel qui va venir de certains fournisseurs. On va mettre en place en fait des conditions technologiques qui lui font croire entre guillemets qu'il est complètement connecté sur Internet, et parallèlement à ça, on va analyser un peu tout ce qui rentre et tout ce qui sort pour voir s'il y a des choses un petit peu bizarres. On va mettre toujours ce type de matériel dans des cages de Faraday par exemple, et là on va vérifier s'il y a d'éventuels composants électroniques qui pourraient se connecter sur des réseaux 4G et envoyer des données. Donc ça, faut imaginer que être souverain aujourd'hui dans le milieu du data center et de la technologie, notamment de l'hébergement, c'est assez complexe parce qu'on est obligé finalement de mettre en place, et c'est une demande de nos clients, parce que nos clients adhèrent à ce fonctionnement-là, de mettre en place des technologies supplémentaires qui sont coûteuses, qui prennent du temps d'analyse, qui ont besoin de gens qualifiés, etc. etc. Et puis l'autre importance, toujours sur l'histoire des fournisseurs, c'est les attaques par supply chain. Hein. Je ne vais pas reprendre ce qui s'est passé récemment au Liban, mais on voit bien ce que c'est finalement. C'est un bon exemple. C'est de ne pas être dépendant en fait, de fournisseurs. C'est-à-dire que si demain vous vous basez sur une technologie de virtualisation comme VMware par exemple, qui était l'un des produits de virtualisation et d'hyperviseur le plus connus, aujourd'hui ça a été racheté par Broadcom. Puis Broadcom, ils ont un peu décidé de changer les règles, et ça a mis un sacré bazar en fait dans tous les utilisateurs qui se sont mis à se poser des questions en disant « Ouh là là, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Les prix des licences vont exploser, on ne peut plus les utiliser comme ça. » Nous, on a été contactés par pas mal de structures qui nous ont dit « Mais c'est quoi la solution ?» Nous, évidemment, on leur dit la solution, c'est que vous soyez souverain en fait. C'est pas plus compliqué que ça. Des solutions souveraines de virtualisation et d'hyperviseur, il y en a. Faut juste s'y mettre et se sortir un petit peu les doigts, quoi. Et puis enfin, dans notre dernier exemple par rapport à ça, ce qu'on veut dans le milieu du data center, c'est supprimer ce qu'on appelle le millefeuille. En fait, on en parle souvent de ça. Le millefeuille, c'est que dans du data center, on va retrouver... alors, c'est possible à notre échelle. Nous, on a un petit data center, il fait 1000 m², il y a des data centers immenses, ça va être plus compliqué. Mais ça permet en fait de supprimer en fait tout ce qui va être les différents acteurs que vous allez retrouver. Pourquoi ? En fait, dans un data center, il y a les gens qui vont gérer le bâtiment, après il y a les gens qui vont gérer la climatisation, les arrivées électriques, etc. Toutes ces parties technologiques. Après, il y a des gens qui vont s'occuper des baies, les gens qui vont mettre les serveurs, puis il y a des gens qui
vont travailler sur les serveurs, etc. Bon, en fait, vous avez toute une série d'acteurs qui sont là, et finalement, lorsque le client final va avoir un souci, bah, en fait, toute cette série d'acteurs, on va falloir la remonter un petit peu comme un saumon qui va galérer pour essayer de remonter la rivière, et puis bah, pendant ce temps-là, le client, il n'a plus de service, et puis il attend, puis on lui dit, ah oui, bah, c'est pas nous, on va escalader, etc., c'est sans fin. Nous, notre idée, c'était d'essayer d'avoir une maîtrise de tout ça en interne, qui est obligatoire, entre guillemets, pour conserver cette souveraineté, et essayer justement de prendre en fait nos responsabilités, ce que tu disais tout à l'heure, Aymeric, sur les garanties, en disant nous, on va réellement vous garantir quelque chose en fait. Et à partir du moment où c'est pas du pipeau, voilà, on a besoin de maîtriser en fait cet état. Si je peux me permettre juste d'intervenir, le principe d'escalade en fait d'un incident sur un millefeuille qui multiplie les prestataires, ça fait qu'à la fin, sans parler du temps qui a impacté le client en fait, qui explose automatiquement. Donc il y a un vrai problème d'efficacité et de performance. Il y a aussi un problème de responsabilité, c'est qu'à la fin, c'est la faute de tout le monde, donc c'est la faute de personne. C'est ça, c'est dilué. Et ça, c'est un engagement en fait, qu'on est en droit, je crois, d'attendre d'un prestataire. Si on veut être souverain, il faut que ce prestataire soit souverain aussi et nous amène ces garanties-là. C'est-à-dire qu'il s'engage en fait à vos côtés pour répondre à votre besoin. C'est ce temps-là aussi qu'on a eu, parce qu'il y a eu un choix de technologie qui a été complexe à faire, rester sur des technologies souveraines. Par exemple, aujourd'hui, ça arrive avec ce qu'on appelle l'open networking, mais c'est assez récent. Lorsque vous achetez des switches, donc c'est-à-dire des commutateurs réseau, lorsque vous avez branché différents serveurs dessus, vous arrivez, si vous achetez du Cisco, avec le système de Cisco, etc. Et vous ne pouvez pas dire, mais excusez-moi, vous pouvez montrer le code source pour savoir un peu ce qui se passe sur iOS, par exemple. Et non, ça n'existe pas. Alors nous, on avait décidé un peu il y a longtemps, et c'était assez compliqué à mettre en place au départ. Maintenant, c'est quelque chose qui fonctionne très bien, de fonctionner par exemple avec ces fameux commutateurs, ces switches open source. C'est-à-dire qu'on a dissocié en fait le côté matériel, fournisseur matériel, de ce qu'on va intégrer en fait dedans sur le plan logiciel. En fait, il faut savoir que le but de ça, en fait, c'est, on va pas dire de prendre une indépendance vis-à-vis du matériel, parce que ça sera jamais possible, mais d'essayer d'être le plus possible en fait sur du logiciel, et peut-être d'être un petit peu moins sur le matériel, parce que le logiciel, on a vraiment la capacité de le maîtriser aujourd'hui beaucoup plus facilement que le matériel qui reste en grande partie construit en Asie, quoi. Et puis aussi par rapport à ça, on a mis en place en fait pas mal d'outils en interne, c'est-à-dire des développements de technologies qui vont permettre de gagner entre guillemets sur notre indépendance. C'est-à-dire que le périmètre en fait de la souveraineté, il est très large. Une entreprise, quelle qu'elle soit en France par exemple, elle ne peut pas avoir, surtout sur de la PME, un cabinet comptable en interne, un commissaire aux comptes en interne, etc. Donc on va avoir ce besoin en fait de se dire on va avoir forcément des dépendances à un moment ou à un autre. Et est-ce qu'on est capable aujourd'hui d'impliquer par exemple une société tiers avec laquelle on va travailler, de lui demander les mêmes exigences de souveraineté et de sécurité que ce que nous on veut faire. C'est ça qui est assez compliqué. Donc pour répondre à ça, on ne peut pas tout maîtriser quand même, on a besoin de dépendance, mais pour répondre à ça, on a aussi internalisé certains outils assez névralgiques. Oui, beaucoup d'outils, même on est une petite équipe avec peu de moyens, hein, faut dire les choses, et même si les choses s'améliorent malgré tout, il y a une vingtaine d'années, on n'était vraiment pas beaucoup. Deux, quoi. Deux. Et ça a duré un certain temps. Hein. Donc voilà, notre secret pour réussir à gérer une infrastructure aussi complexe qu'un data center, à tous les niveaux, parce que quand on dit à tous les niveaux, c'est qu'on fait le génie climatique, on fait le génie électrique, on fait tout. Le principe, c'est qu'on internalise toutes les compétences. Tant que possible, on les sous-traite quand on n'est pas dans l'urgence, mais on est capable, voilà, là, si ça sonne, on y va et on est capable de faire. Ça doit rester tout le temps, on ne le fera pas. Hein. Donc on a créé beaucoup de choses, on a créé tout notre intranet qui est un outil de facturation, qui gère les relances, qui gère vraiment tout le RP, alors il y a de très belles solutions hein, pour faire tout ça, mais il nous fallait quelque chose de sur-mesure, en fait, de cousu humain pour pouvoir faire ça. Il se trouve qu'on a beaucoup de développeurs en interne et donc on a cette capacité en fait de faire tous les systèmes qu'utilisent nos clients et qu'on met à leur disposition pour créer nos propres solutions. On a évidemment édité aussi tout un tas de solutions. On a un antivirus anti-spam, par exemple, en mode SaaS. On n'est pas là pour faire de la pub, mais c'est un exemple qu'on édite depuis une petite vingtaine d'années, sur laquelle l'ANSSI a mis un petit cachet aussi. Voilà, on l'a développé parce qu'on ne trouvait pas de solution qui correspondait à nos attentes. La solution parfaite, on ne la trouvait pas. Donc on l'a créée. Bon, de là à dire qu'elle est parfaite. C'est un autre truc. Voilà, ce serait un petit peu. Et on fait ça pour tout. On fait ça pour chaque incident, chaque dysfonctionnement, en fait, est analysé et nous permet
voilà, de mettre en place une contre-mesure, une parade, qui va faire qu'avec notre petite équipe, la fois prochaine, on n'aura pas à le gérer. Ça va se faire tout seul. Et donc, on a un énorme système décisionnel maintenant qui a grandi par itération depuis 25 ans maintenant et qui est devenu une énorme usine à gaz qu'on maîtrise nous deux et également une grande partie de notre équipe, puisqu'on ne veut pas être les SPOF, les points faibles, les maillons faibles de notre organisation non plus. Donc ça, je pourrais vous le détailler sur plein d'exemples, des milliers d'exemples qu'on a pu vivre au cours du temps pendant toute cette aventure, mais qui est loin d'être finie d'ailleurs. Mais il faut s'imaginer que c'est une remise en question systématiquement de l'état de l'art, de la façon dont on fonctionne. Traditionnellement, on est quand même sur des technologies qui datent des années 70, qui ont évolué dans tous les sens, et il y a un moment qu'il faut être capable de reprendre en maîtrise, prendre du recul sur ce à quoi elles servent, et être capable de les réorganiser un petit peu. Donc énormément d'automatisation, énormément de robots, on gagne en précision, on gagne en performance, on gagne en rapidité, mais il ne faut pas du tout fait qu'on a vaguement paramétré. Il faut avoir fait soi-même. Il faut être capable. L'avantage, enfin je sais pas, moi c'est un défaut que j'ai depuis que je suis tout petit, dès que je commence à voir quelque chose d'un petit peu technologique, on a quelques geeks dans la salle, je pense. On va commencer par le démonter pour savoir comment ça marche. Une fois qu'on aura bien compris comment ça marche, on va le remonter et espérer qu'il continue à marcher. Et ensuite, on pourra se l'approprier, effectivement. Mais tant qu'on n'a pas fait ça, on est sur quelque chose en quoi... Enfin, on met notre confiance, en fait, dans quelque chose qu'on ne maîtrise absolument pas. Si vous avez un système d'exploitation, par exemple, que vous achetez, vous prenez une licence, on vous dit qu'il fait ça sur le papier, c'est assez court, hein. Derrière, ça fait plein d'autres choses, mais quoi? Qui le sait? Enfin, si, il y a des hackers pour le savoir, et la NSA éventuellement. Voilà. Alors, j'avance un peu, hein, parce qu'il y a le temps qui passe. Alors, notre approche qu'on a sur cette histoire de souveraineté et d'indépendance, évidemment, il y a des bénéfices, il y a des avantages et des inconvénients, comme toujours. Je vais commencer par les bénéfices, tant qu'à faire. Les bénéfices, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ça nous a simplifié pas mal de choses, notamment sur tout ce qui va être certification, visa, etc. Français. Il faut dire qu'aujourd'hui, les choses bougent quand même à ce niveau-là. C'est assez positif. On sent quand même une évolution des choses au niveau de la souveraineté, au niveau des besoins de plus en plus croissants, au niveau de l'intérêt qu'a aujourd'hui l'agence pour pouvoir stabiliser les choses, créer des visas de sécurité, etc. Et des visas franco-français, il faut quand même le dire, européens éventuellement, donc ça c'est intéressant. Ça permet aussi une flexibilité, une réactivité. On n'est pas en train d'attendre que Cisco mette à jour en fait un firmware sur son routeur pour pouvoir patcher une faille de sécurité. En fait, on a la main dessus, donc on n'attend pas après le dieu Cisco. En fait, finalement, on va se débrouiller en interne et ça va bien se passer. Ce qu'on appelle dans d'autres jargons les zero day, qui sont des failles qui sortent et qui sont exploitées quasiment instantanément. Voilà, c'est important de pouvoir se dire que derrière, nous, on peut essayer d'amener un peu et d'améliorer les choses par rapport à ça. Et puis aussi le côté évolution, c'est-à-dire que en permanence, en fait, on va s'adapter à nos milieux. On n'attend pas en fait que ce soit un éditeur d'une solution logicielle ou matérielle ou les deux qui va nous dire voilà, maintenant c'est comme ça que ça marche. On va plutôt être en avant là-dessus en disant mais il se passe des choses et généralement le milieu de l'open source et du logiciel libre est assez en avance par rapport à ça. Il y a plein de choses qui se créent. Après, il y a des freins, évidemment, il y a des inconvénients. Alors, l'un des premiers freins qu'on va rencontrer, c'est la complexité en fait, des collaborateurs que vous allez engager, parce que ça, ils sont très importants, la confiance qu'il faut leur donner, mais aussi, quelque part, le besoin de les reformer en fait, sur ces technologies-là, parce que c'est vrai que c'est assez complexe. Vous récupérez un ingénieur système qui a fait toujours un petit peu la même chose, et puis là, on va lui dire, bah non, maintenant, ça ne marche plus comme ça, en fait, ton routeur que tu es habitué à utiliser, maintenant, c'est un serveur. Donc ça, c'est un peu la complexité. La valeur d'excellence, il faut maintenir, c'est-à-dire il faut aussi se maintenir et maintenir ses collaborateurs sur un haut niveau de compétences, ça c'est vraiment important. Et puis après, un peu ce que tu disais tout à l'heure, c'est l'investissement en temps, en ressources, etc. Ce que ça peut éventuellement créer avec la famille. Voilà, c'est que quand on est passionné, c'est bien, mais c'est vrai que les journées passent vite et généralement elles font 24 heures, c'est un petit peu court. Je ne sais pas ce que tu en penses par rapport à ça. Voilà, je te laisse commencer. Une petite conclusion. Donc voilà, le temps, il reste 5 minutes, donc essayez d'être dans les clous. Ce que vient de dire Raphaël, par rapport à l'engagement, on a un vieux couple. Hein. C'est ça. Cela dit, on a passé plus de temps ensemble qu'avec les mères de nos enfants. C'est vrai. Depuis 25 ans, si on fait les compteurs, c'est vrai que c'est bon. Voilà. Et là, justement, on revient un petit peu sur l'engagement dont on parle. C'est vrai que
on est deux passionnés, on est deux geeks, on n'a pas fait les études qui correspondaient à ce qu'on fait actuellement. On est souvent décrits comme des gens très atypiques dans notre milieu, parce que voilà, on est venu, on a mis un grand coup de pied dans la fourmilière parce qu'on a voulu révolutionner un petit peu ce qu'on faisait. On a voulu le faire avancer aussi. Avec le temps, il y a une reconnaissance qui s'installe et ça, c'est appréciable. On nous demande même des fois d'en témoigner. L'engagement, la détermination, il faut réussir à la maintenir. C'est ça qui est dur. Il faut savoir aussi je ne sais pas si nos cernes se voient d'où vous êtes, mais elles sont là. On est fatigué, on grandit, on vieillit même, on peut le dire. Et il faut résister à tout ça, il faut résister à beaucoup de tentations aussi. Hein. Je vous parlais des investisseurs tout à l'heure. Et il faut être capable de convaincre un petit peu que notre façon de faire, finalement, on va parler de sacerdoce, mais c'est un engagement qui est jugé de deux façons. Alors, de façon très technocratique, je dirais, par un commissaire aux comptes, un banquier, un investisseur, etc. À nouveau, ce n'est pas un jugement de valeur, mais qui va nous dire que c'est un échec total, parce qu'arriver à un chiffre d'affaires aussi ridicule, après 25 ans d'acharnement à tout sacrifier, hein, on peut dire les choses. Quasiment, on peut gérer quand même. Effectivement, c'est un échec, même cuisant, parce qu'on en a vu beaucoup partir, prendre l'exemple d'OVH que tout le monde connaît, hein. Par exemple, ça va vous parler. Bon, ils ont commencé 2 ans avant nous. On voit où ils en sont actuellement. Ça n'a rien à voir. C'est deux entreprises qu'on ne peut absolument pas comparer. C'est pas du tout le même parcours. On a chacun notre rôle aussi sur le marché. Donc cette résistance-là est finalement pour conclure, hein, Icodia, cet engagement-là, il est possible parce que voilà, c'est avant tout une histoire humaine, on va le dire. Hein. Une complémentarité, une complicité, voilà, qui a permis tout ça, en fait, tenir à deux sur 25 ans, ça a été grâce à ça aussi. Et on va tenir les 25 années qui suivent, j'espère. C'est clair. Voilà, merci à vous. Merci à vous. Merci infiniment, Aymeric et Raphaël. Il reste précisément 2 minutes pour des questions de la salle. Oui, c'est pour ça. C'est pour ça que c'est des compris. Bonjour, Michel Hostis, Société Apisi. Bon, bravo pour votre parcours. Est-ce que la problématique, c'est pas la recherche par les clients de solutions souveraines, en fait? Alors, si, complètement. Nous, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, on a fait ce choix. On a décidé de partir dans cette voie-là parce que, alors pour nous, ce n'était pas possible de faire autrement par rapport à nos clients. Notre engagement, il est totalement par rapport à nos clients, finalement. Alors, on pourrait le faire, on serait chercheur financé dans un labo sans personne à qui rendre des comptes. Je pense qu'on le fera aussi. Mais ce n'est pas le cas. Avant tout, nous, on essaye d'amener une solution. Donc, effectivement, on le fait par rapport à nos clients. Et donc, c'est l'exigence de nos clients qu'on va intégrer finalement dans... Je pense que ce que tu dis est vrai. Il y a aussi une forme d'orientation un petit peu. C'est-à-dire que finalement, on a eu aussi une adhésion de la part des clients qui ont trouvé ça intéressant et qui se sont dit « Ah oui, ce fonctionnement-là est pas mal. » Alors ça donne effectivement des problématiques qui peuvent être techniques, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut, etc. Mais en fait, c'est vrai qu'au final, les clients sont entre guillemets un peu pliés aussi à ce fonctionnement-là. Et je pense que tout le monde est gagnant derrière ça. Ouais. Comment éduquer le plus grand nombre? Ça, c'est compliqué. C'est vrai que voilà, faut venir un peu ici, il faut parler, il faut distribuer un peu la bonne parole. On est pas mal sur des réseaux, et je dirais un peu parallèles techniques, etc., et connus, entre guillemets, dans ce milieu pour ce fonctionnement-là. Et puis, oui, il y a un peu de tout à faire. Le chemin est encore long et semé d'embûches. Surtout qu'on a nos gouvernants qui n'hésitent pas à signer des gros contrats, je ne vais pas parler du ministère des Armées, hein, mais avec des GAFAM. Et c'est vrai que oui, ça reste compliqué. L'exemplarité politique n'est pas encore là. Mais ça vient. Voilà, il faut essayer de tenir en fait.